campagne de Nicolas Sarkozy. Écoutez, je vais vous donner mon sentiment, et je crois d'ailleurs que c'est un sentiment partagé par l'ensemble des Libyens depuis l'intervention de la coalition armée en Libye. Peu me chaud, ce financement. Financement ou pas, peu m'importe. Je vous rappelle d'ailleurs que la campagne d'Obama, la première campagne présidentielle de Barack Obama, a fait l'objet d'un financement de sociétés américaines dans lesquelles l'État libyen avait des intérêts. Parce qu'aux États-Unis, les sociétés peuvent participer au financement de la campagne présidentielle. Je dis peu me chaud, pourquoi? Parce que c'est l'arbre qui dissimule la forêt. La véritable question: quelles sont les causes réelles de l'intervention de la coalition armée en Libye? Quelles sont les conséquences aujourd'hui de cette intervention? Pour les Libyens d'une part, pour l'ensemble de la sous-région d'autre part. Donc pour vous, il y a un lien entre l'intervention française et cette affaire de financement présumé? Mais non, tout le monde s'y est mis, voyons. Je vous rappelle que c'était l'OTAN, que le directeur des opérations de l'OTAN était un général, Bouchard, qui, à la suite de la campagne menée par l'OTAN en Libye, à la suite de la guerre déclarée par l'OTAN en Libye, a été décoré au Canada. Vous aviez tous les pays, vous aviez le Canada, vous aviez la France, vous aviez la Grande-Bretagne, vous avez l'ensemble des pays, sauf l'Allemagne, qui ont participé à cette agression armée contre la Libye. Alors que maintenant, si vous voulez, on vienne nous parler de la campagne, du financement de la campagne, peu m'importe. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, à la suite de cette intervention, vous avez 1 million... Alors, quelles étaient les raisons de cette intervention? Il faudrait écouter. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire non, mais pas du tout, financement. parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention armée. Les Britanniques aussi y ont été associés. Il fallait qu'il y ait les États-Unis qui ont été associés, l'ensemble des pays de l'OTAN, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Émirats Arabes Unis y ont été associés, l'Arabie Saoudite y a été associée. Mais vous avez été au cœur du système libyen, vous avez été au cœur de l'État libyen. Oui, mais je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que Kadhafi a signé son arrêt de mort lorsqu'il a décidé de créer une monnaie commune à l'Union africaine. Car je vous rappelle que la Libye fait partie de l'Union africaine. Que le siège de cette banque, de la banque qui devait émettre cette monnaie, avait déjà été fixé au Cameroun. Je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque, l'État libyen apportait 90% du capital requis. Ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes, ou des pays membres de l'Union africaine, de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar. Ça a été pour lui une erreur cardinale. Car à partir du moment où il a pris cette décision... C'était en quelle année? C'était en 2008-2009. Car à partir du moment où il a pris cette décision, il a heurté de front les intérêts des États-Unis et du dollar américain. Et vous avez un deuxième élément. Du temps du régime, les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées. Elles avaient des zones qui étaient exploitées, certes, mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser. Il y avait des conditions financières extrêmement sévères. Prenez l'exemple de Total. Total devait reverser à l'État libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières. À partir du moment où le régime tombait, eh bien, chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire. Mais ça n'a pas empêché le rapprochement de Mouammar Kadhafi avec Nicolas Sarkozy. Il a été reçu. Mais il n'y a pas il a été reçu à Paris. Oui, il y a eu le rapprochement Nicolas Sarkozy et Kadhafi, mais il y a eu d'autres rapprochements. Mais il remonte à quand ce rapprochement avec le régime libyen et Nicolas Sarkozy? Mediapart diffusait un document en 2012 faisant état d'une rencontre entre Nicolas Sarkozy et Moussa Koussa, le chef des services secrets libyens. Une rencontre qui remontait à 2006. Est-ce que vous confirmez? C'est à partir du moment où vous savez qu'il y a eu une période d'embargo qui a été mise en place à l'encontre de la Libye, en particulier à la suite de l'attentat du DC-10 de l'UTA et de l'attentat de Lockerbie. Bien. À la suite de ces mesures d'embargo et au fil du temps, il y a des rapprochements qui ont été mis en place. Dans le cadre de ces rapprochements, d'ailleurs, les services secrets libyens
ont collaboré, ont coopéré avec les services secrets occidentaux. Il y a quand même un fait qui devrait retirer votre attention. Prenez l'exemple d'Abdallah Senoussi, dont on dit qu'il est la boîte noire des secrets du régime de Kadhafi. Je vous rappelle qu'il a été arrêté en avril 2012 en Mauritanie. Lorsqu'il est arrêté en Mauritanie en avril 2012, il fait l'objet de 2 pièces de justice qui lui sont applicables. L'arrêt par contumace rendu par la Cour d'assises de Paris dans l'affaire du DC-10 du TA, premièrement. Deuxièmement, d'un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale. Nous sommes en avril 2012. Nicolas Sarkozy est président de la République. Est-ce que la France a demandé à la Mauritanie son extradition, alors qu'il y a une convention judiciaire entre les pays? La réponse est négative. Est-ce que la Cour pénale internationale a demandé à la Mauritanie le transfert d'Abdallah Senoussi à La Haye? La réponse est négative. Abdallah Senoussi a été transféré de Mauritanie en Libye au mois de septembre 2012. Depuis le mois de mai 2012, dans tous les cas depuis le mois de juin 2012, le président de la République était François Hollande. La garde des Sceaux était Christine Taubira. Est-ce que la France, entre le mois de juin 2012 et le mois de septembre 2012, a demandé son extradition à la Mauritanie? La réponse est encore négative. CQFD? Eh bien, écoutez, c'est très simple. Parce que si Abdallah Senoussi avait été transféré, par exemple, en France, il aurait pu répondre aux accusations. Ancien patron des services de renseignement. Ancien patron du service de renseignement. Il aurait d'abord pu répondre aux accusations portées contre lui dans le cadre de l'affaire du DC-10 du TA. Bien. Il aurait pu s'expliquer sur les accusations qui étaient à l'origine du mandat d'arrêt. Mais ça veut dire quoi? Qu'on est en train de couvrir Nicolas Sarkozy à mais cette non, époque-là? mais pas du tout. Ce que l'on couvre, c'est en réalité tout ce qui a constitué les relations entre la Libye et les États occidentaux dans un certain nombre de domaines, sur le plan économique, sur le plan financier, surtout également sur le plan des renseignements. Sur le plan des renseignements, je vous rappelle quand même que Belhadj, qui est un islamiste qui avait été arrêté, qui a combattu en Afghanistan et qui avait été arrêté par les Anglais en Extrême-Orient. Ils l'ont transféré en Libye, à Tripoli. À son arrivée à Tripoli, c'est Saïf el-Islam qui l'a fait libérer. Donc cette coopération entre les services libyens d'une part et les services occidentaux, je ne dis pas seulement les services français, je dis les services occidentaux, était de nature, effectivement, à gêner l'ensemble de ce que l'on appelle la politique internationale. Ça veut dire qu'on est au début de l'affaire, il y a d'autres personnalités politiques qui vont être inquiétées? Écoutez, un État a des intérêts, il n'y a pas d'amis. Ce n'est pas moi qui le dis. Lorsqu'il y a une élection présidentielle, un État peut préférer qu'un tel candidat soit élu plutôt que tel autre candidat. Mais à votre avis, un État met-il toujours tous les œufs dans le même panier? Si vous vous posez la question, vous avez déjà la réponse. Sur l'affaire Sarkozy, vous ne me répondez pas sur... non, je vais vous dire mais excusez-moi, sur le fils de Mouammar Kadhafi, sur Saïf al-Islam, vous le connaissez bien. Est-ce qu'il a des preuves aujourd'hui, le fils de Mouammar Kadhafi, sur ce financement présumé? Eh bien, écoutez, si la France avait demandé l'extradition d'Abdallah Senoussi en 2012, que ce soit au mois de juin d'avril 2012, au mois de juin 2012, la question serait réglée. Question, pourquoi la France ne l'a pas fait? Pourquoi la France ne l'a pas fait alors que Sarkozy était président de la République, certes en avril 2012, mais que François Hollande l'était depuis le mois de juin 2012. Mais est-ce que Saïf al-Islam a des preuves? Mais c'est à lui qu'il faudra le demander lorsqu'il acceptera de s'expliquer sur la question. Pour l'instant, Saïf el-Islam a d'autres ambitions. Sa préoccupation, son but, c'est la réinstauration de la paix et de la sécurité en Libye. Vous le défendrez si il est entendu par la justice française? Mais il n'a pas à être entendu, Saïf el-Islam. S'il a des preuves. Oui, mais il ne peut pas être poursuivi, si vous voulez. Entendu. Non, entendu, je n'ai pas besoin d'assister à un témoin. Un avocat n'assiste jamais à un témoin. Non, le représenter. Non, je ne peux pas le représenter. Il y a une autre figure libyenne qui aurait aussi des informations, l'ancien Premier ministre Bagdadi Mahmoudi. Est-ce que vous l'avez rencontré? Oui, je l'ai rencontré lorsqu'il était en Tunisie.
lorsqu'il avait été arrêté en Tunisie. Là aussi, il y a une sorte de palinodie judiciaire auquel s'est prêtée la Tunisie, si vous voulez, pour le transférer en dehors de tout cadre légal. Mais est-ce qu'il a des informations sur cette affaire? Il faudra lui poser la question. Lui-même pourrait être entendu. Il n'a jamais été entendu. Bon, il lui appartiendra de répondre à ces questions. Ce n'est pas à moi, si vous voulez. Moi, je ne suis pas le porte-parole. Non, mais vous l'avez rencontré. Peut-être que vous avez des informations. Je l'ai rencontré. Mais vous savez, moi, je suis tenu, par le secret professionnel, et je tiens beaucoup au secret de l'instruction, parce que le secret de l'instruction, c'est une garantie des droits de la défense. Les procès qui se déroulent dans la rue se font en marge des vertus que requiert la justice. Merci, maître Marcel Secaldi, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Sur France 24. He was also asked what he thinks his worst mistake of his presidency has been, and what did he reveal? Pretty big news here. Listen, in 2011, the United States participated in a military intervention in Libya, and the government there fell. But that wasn't what he was talking about. Take a listen to what he said. It was about the aftermath. Worst mistake? Probably failing to plan for the day after what I think was the right thing to do in intervening in Libya. So you see, he does not regret going into Libya. It's the focus and attention that would have been required in the aftermath, and he said that they, well, basically fell short. Alors maintenant, on arrive au titre 9 qui traite de la haute cour. L'ancien article disait « Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ». C'était la Constitution rédigée par De Gaulle. En tout cas, avec De Gaulle, avec les constitutionnalistes autour de lui, mais avec un œil très précis du général, en cas de haute trahison. Et désormais, il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique, etc. Désormais, le nouvel article 68, après la réforme qui a été voulue récemment, le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Le concept de haute trahison a été retiré de la Constitution. Il ne faut pas avoir une idée derrière la tête, à votre avis, pour faire ça. Ça veut dire quoi? En cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ça a été supprimé, cette incrimination de haute trahison du président de la République a été supprimée de la Constitution par la loi constitutionnelle numéro 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. Telle qu'elle. On continue sur l'article 68. La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'1 mois, tati tata, les présiditions prises. L'ancien article 68 du temps de Gaulle était assez... était court. Là, il y a eu toute une série de considérations. Alors, si c'est un 28 février, si c'est un 29 février, si c'est ci, si c'est ça, on tourne autour du pot, une loi organique fixe les mesures, ça n'apporte rien au schmilblick. La seule importance, c'est qu'on a retiré le concept de haute trahison. Et puis, on continue. Dans l'ancien article 68, il était écrit « Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. » Version de 1958, rédigée par Charles de Gaulle et les gens qui étaient avec lui. Complot contre la sûreté de l'État. Dans la nouvelle mouture de l'article 68,
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions qualifiés de crimes et délits. Ils sont jugés par la Cour de justice. La notion de complot contre la sûreté de l'État a disparu de la Constitution de la Ve République par un toilettage opportun, n'est-ce pas, voulu par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, prise dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Alors moi je dis que ceux qui ont fait ça, eh bien, il n'y a pas de hasard. Quand on touche à une loi suprême d'un pays, il n'y a pas de hasard. Les gens qui toilettent ne le font pas par hasard. Dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht, qui a lancé la procédure d'une Europe fédérale, qui a lancé la monnaie européenne, l'euro, qui nous prive de notre souveraineté sur des éléments essentiels, qui a mis sous tutelle la défense nationale sous l'OTAN. Tous ces éléments qui sont une rupture multiséculaire, j'allais dire millénaire, avec la tradition française d'indépendance de la France, eh bien, tout a été fait comme si on voulait prémunir les auteurs de ça d'une incrimination possible en termes de complot contre la sûreté de l'État. On a retiré l'idée même. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent les amateurs de complot? Ceux qui me disent que je suis un amateur de complot, effectivement, eux ne sont guère amateurs de complot puisqu'ils l'ont fait retirer de la Constitution. Il faudra leur demander des explications le moment venu. Quand Nicolas Sarkozy, avec vous, décide d'intervenir en Libye, bon, on sait que depuis, on conteste ses motivations, hein, Nicolas Sarkozy. On dit que c'était peut-être d'autres motivations que faire le bien. Là aussi, vous continuez à dire, peu importe les motivations de Nicolas Sarkozy, ce qui comptait, c'était de faire tomber Kadhafi, peu importe si lui n'avait pas les mêmes motivations que les vôtres. Ce qui comptait, c'était de faire tomber, c'était d'abord de protéger des corps. Et la première loi de la politique, c'est de protéger les corps. C'est d'empêcher les massacres, c'est d'empêcher les bains de sang. Deuxièmement, c'était de faire tomber une dictature. Et troisièmement, c'était de montrer, pour la première fois dans l'histoire, de montrer à un peuple arabe en révolte qu'on n'était pas systématiquement du côté de ceux qui le tabassaient. Depuis des décennies, chaque fois qu'il y avait une révolte dans un pays arabe, on était du côté du tabasseur. Sarkozy, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la première fois qu'un pays, notre pays, mon pays, et je suis très fier de cela, a fait la preuve inverse. Il a dit « je suis du côté de ceux qui aspirent à la démocratie ». Même si ses motivations n'étaient pas les bonnes à Nicolas Sarkozy? Mais est-ce que vous en doutez? Est-ce qu'à un moment donné, même à ce moment-là, pardon, je vous pose les questions, à ce moment-là, vous n'êtes pas dit « est-ce qu'il ne serait pas en train de me manipuler, ce Nicolas Sarkozy » Mais pas un instant. Attendez. Les motivations d'un homme d'État, elles sont toujours complexes, bien sûr. Il pensait peut-être acquérir de la popularité. Il voulait se rattraper parce qu'il avait l'impression de s'être mal conduit en recevant Kadhafi. Ah, voilà. Oui, et justement, c'est pas ça qui vous interroge quand vous voyez la façon dont il est avec Kadhafi à son début de mandat, et puis que aussi facilement il vous suit pour aller intervenir en Libye. Mais comme je vous pose pas question. Mais comme je crois au bien et au mal, et je crois que parfois les gens y croient aussi. Peut-être que Sarkozy, allez savoir, j'en sais rien, ça me vient là maintenant en vous parlant, peut-être que d'avoir fréquenté Kadhafi pendant ces quelques jours à Paris, peut-être qu'il a découvert que le type était encore plus dangereux, sanguinaire qu'on ne le pensait. Allez savoir. Vous ne croyez pas du tout à la thèse du financement de sa campagne par... Alors ça, en revanche, je n'y crois pas du tout. Ça, je n'y crois pas du tout pour des raisons, je m'en suis expliqué 100 fois. Alors après... Bon, les juges font leur travail, les journalistes le font, ils le font très bien. Mais moi, je ne crois pas un instant que cet homme que j'ai vu pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois, à qui j'ai parlé, cette histoire de déclarer une longue guerre qui dure des mois à un type qui vous tient à parler, c'est avec un chèque de 50 millions de dollars, ça ne tient pas une seconde. On lui envoie des agents secrets pour le... Je ne sais pas, on ne lui déclare pas une guerre si longue. Il y aurait d'autres moyens de l'éliminer plutôt que bien sûr, une guerre qu'il pouvait arrêter. Ou alors c'est qu'on est un habile tacticien. Non, parce que en l'occurrence, Kadhafi avait la possibilité à tout instant de convoquer toutes les télévisions du monde qui étaient à 100 mètres de son palais de Bab al-Zia et de leur dire, écoutez, voilà,
Voilà qui est si on l'homme. attaque, c'est parce que. C'est parce que, voilà, et la guerre s'arrête. Donc vous ne croyez pas aux documents montrés par Mediapart? Mais en revanche, non. Mais en revanche, je crois. Mais pourquoi non? Ben pour les raisons que je vous dis. Oui, je vois bien, mais puisqu'il y a des documents, manifestement. Mais des documents, manifestement, vous savez, je connais un peu la Libye à force, je la connais bien et je la connais de l'intérieur. J'y ai passé beaucoup de temps dans ces mois-là. J'y ai crapahuté beaucoup sur les champs de bataille, mais aussi dans les villes, à Benghazi, à Tripoli. La Libye, ça fait partie des pays où la Loubianka, hein, elle est partout. On vous fabrique des faux documents à tir-larigot, comme on dit en bon français. Je ne suis pas sûr que les documents prouvent grand-chose. Voilà ma conviction profonde. Mais ma conviction profonde, c'est aussi, et ça c'est mon livre, c'est je crois aux guerres justes, je crois à l'internationalisme, je crois que l'international sera le genre humain, comme je le disais quand j'étais jeune homme, et je crois que penser que l'international sera le genre humain, qu'il y a un sens à la fraternité des hommes, ça passe par des gestes comme celui qu'on a fait avec les Libyens, et qu'on n'a pas fait en Syrie. Quand Nicolas Sarkozy, avec vous, décide d'intervenir en Libye, bon, on sait que depuis, on conteste ses motivations. Nicolas Sarkozy, on dit que c'était peut-être d'autres motivations que faire le bien. Là aussi, vous continuez à dire, peu importe les motivations de Nicolas Sarkozy, ce qui comptait, c'était de faire tomber Kadhafi, peu importe si lui n'avait pas les mêmes motivations que les vôtres. Ce qui comptait, c'était de faire tomber, c'était d'abord de protéger des corps. Et la première loi de la politique, c'est de protéger les corps. C'est d'empêcher les massacres, c'est d'empêcher les bains de sang. Deuxièmement, c'était de faire tomber une dictature. Et troisièmement, c'était de montrer, pour la première fois dans l'histoire, de montrer à un peuple arabe en révolte qu'on n'était pas systématiquement du côté de ceux qui le tabassaient. Depuis des décennies, chaque fois qu'il y avait une révolte dans un pays arabe, on était du côté du tabasseur. Sarkozy, vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est la première fois qu'un pays, notre pays, mon pays, et je suis très fier de cela, a fait la preuve inverse. Il a dit « je suis du côté de ceux qui aspirent à la démocratie ». Même si ses motivations n'étaient pas les bonnes à Nicolas Sarkozy? Mais est-ce que vous en doutez? Est-ce qu'à un moment donné, même à ce moment-là, pardon, je vous pose les questions, à ce moment-là, vous n'êtes pas dit « est-ce qu'il ne serait pas en train de me manipuler, ce Nicolas Sarkozy » Mais pas un instant. Attendez. Les motivations d'un homme d'État, elles sont toujours complexes, bien sûr. Il pensait peut-être acquérir de la popularité. Il voulait se rattraper parce qu'il avait l'impression de s'être mal conduit en recevant Kadhafi. Ah, voilà. Oui, et justement, c'est pas ça qui vous interroge quand vous voyez la façon dont il est avec Kadhafi à son début de mandat, et puis que aussi facilement il vous suit pour aller intervenir en Libye. Mais comme je vous pose pas question. Mais comme je crois au bien et au mal, et je crois que parfois les gens y croient aussi. Peut-être que Sarkozy, allez savoir, j'en sais rien, ça me vient là maintenant en vous parlant, peut-être que d'avoir fréquenté Kadhafi pendant ces quelques jours à Paris, peut-être qu'il a découvert que le type était encore plus dangereux, sanguinaire qu'on ne le pensait. Allez savoir. Vous ne croyez pas du tout à la thèse du financement de sa campagne par... Alors ça, en revanche, je n'y crois pas du tout. Ça, je n'y crois pas du tout pour des raisons, je m'en suis expliqué 100 fois. Alors après... Bon, les juges font leur travail, les journalistes le font, ils le font très bien. Mais moi, je ne crois pas un instant que cet homme que j'ai vu pendant toutes ces semaines, pendant tous ces mois, à qui j'ai parlé, cette histoire de déclarer une longue guerre qui dure des mois à un type qui vous tient à parler, c'est avec un chèque de 50 millions de dollars, ça ne tient pas une seconde. On lui envoie des agents secrets pour le... Je ne sais pas, on ne lui déclare pas une guerre si longue. Il y aurait d'autres moyens de l'éliminer plutôt qu'une guerre qu'il pouvait arrêter. Ou alors c'est qu'on est un habile tacticien. Non, parce que en l'occurrence, Kadhafi avait la possibilité à tout instant de convoquer toutes les télévisions du monde qui étaient à 100 mètres de son palais de Bab al-Zia et de leur dire, écoutez, voilà qui est l'homme. C'est parce que, voilà, et la guerre s'arrête. Donc vous ne croyez pas aux documents montrés par Mediapart? Mais en revanche, non. Mais en revanche, je crois. Mais pourquoi non? Pour les raisons que je vous dis. Oui, je vois bien, mais puisqu'il y a des documents, manifestement. Mais des documents, manifestement, vous savez, je connais un peu la Libye à force, je la connais bien et je la connais de l'intérieur. J'y ai passé beaucoup de temps dans ces mois-là. J'y ai crapahuté beaucoup sur les champs de bataille, mais aussi dans les villes, à Benghazi, à Tripoli. La Libye, ça fait partie des pays où la Loubianka, hein, elle est partout. On vous fabrique des faux documents à tir-larigot, comme on dit en bon français. Je ne suis pas sûr que les documents prouvent grand-chose. Voilà ma conviction profonde. Mais ma conviction profonde, c'est aussi, et ça c'est mon livre, c'est je crois aux guerres justes, je crois à l'internationalisme, je crois que l'international sera le genre humain, comme je le disais quand j'étais jeune homme, et je crois que
penser que l'international sera le genre humain, qu'il y a un sens à la fraternité des hommes, ça passe par des gestes comme celui qu'on a fait avec les Libyens et qu'on n'a pas fait en Syrie. Comme le disent de nombreux experts, comme le disent y compris des acteurs du dossier, les raisons pour lesquelles nous sommes entrés en guerre sont erronées, à savoir qu'il y avait un génocide en route. Ça a quand même été dit à la tribune de l'ONU. Il y a des crimes contre l'humanité. Il y a des massacres de populations civiles. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre « D'accord, il n'y a pas eu de massacre de populations civiles ». Ben, enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Malheureusement, il faudra dans les heures qui viennent des frappes ciblées sur ces colonnes de chars qui sont en train d'arriver aux portes de Benghazi et qui s'apprêtent à y faire un carnage annoncé. Il y a une scène, par exemple, qui a fait le tour du monde, jamais en images, mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Et quand on fait donner des avions de chasse contre des manifestants, comme Kadhafi l'a fait à Tripoli. Mais il a été dit que l'aviation de Kadhafi avait bombardé la population civile. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Des avions de chasse contre des manifestants. Madame Alliot-Marie, elle proposait d'envoyer des forces de l'ordre. Et à juste titre, ça a provoqué un tollé. Là, c'est pas des forces de l'ordre, c'est pas des CRS que Kadhafi a fait envoyer, c'est des avions de chasse. On est clairement dans des crimes justiciables de la Cour pénale internationale de la Haye. Et j'espère que Kadhafi et ses fils seront traînés dans des délais brefs, comme Karadzic et comme d'autres, devant le tribunal pénal international de la Haye. Et là, vous avez même des généraux américains qui vous disent... Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Cette scène n'a pas existé. Alors... Des avions de chasse contre des manifestants. Nous avons interviewé par exemple Bernard-Henri Lévy pour cet ouvrage qui a été une sorte de ministre des Affaires étrangères bis, qui a été utilisé par Sarkozy pour contourner Juppé, qui au début ne voulait pas faire la guerre, qui dit dans le livre « D'accord, il n'y a pas eu de massacre de population civile ». Ben, enfin, c'est le contraire de ce qui était raconté. Alors on l'a fait pourquoi ? Ah bah, il y a plein de raisons. Moi, je suis toujours dans la complexité des explications. Je ne pense pas que le monde se sépare en noir et blanc. Mais vous pensez que Nicolas Sarkozy avait un intérêt personnel dans cette guerre? Ça, c'est sûr. Il y avait un intérêt politique. Muammar Kadhafi. Il y avait un intérêt politique. Faire la guerre un an avant les élections présidentielles, ça vous fait permettre de bondir dans les sondages, parce qu'on est comme ça en France. On est un peu au garde à vous, chef de guerre, et c'est ce qui s'est passé. Ça permet aussi de répondre un peu à ce qu'a été l'apathie française vis-à-vis des printemps arabes. Rappelez-vous, la Tunisie, l'Égypte, la France a eu un comportement un peu très pudique, un peu honteux vis-à-vis de ça. Et puis qu'est-ce qu'on a découvert dans ces printemps arabes? C'est que les insurgés, quand ils prennent les administrations, quand ils prennent les ministères régaliens, qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils découvrent les traces des compromissions. Alors quand on fait la guerre, évidemment, pour ce qui est du dossier libyen, il y a une dimension personnelle, en quelque sorte, de blanchiment. Vis-à-vis des régimes communistes et totalitaires. Là, on va faire du containment démocratique. C'est les démocraties qui vont être contenues si on laisse Kadhafi reprendre le pouvoir, se remettre en selle et faire le carnage qu'il nous a annoncé à Benghazi. Merci Bernard-Henri Lévy d'avoir été l'invité de TV5 Monde.